Hey Andrea, Hé Alexandre. il y a le Caribana qui annonce son programme aujourd'hui. Mais non, Ouais. c'est fou ça, tu te mises sur quoi? Eh ben, je sais pas, je mise sur du rock, de l'électro, du rap, de la pop comme d'habitude. On verra si ça a changé ou pas. Hein. Ouais, bah justement, c'est les bruits de couloir. Il paraît qu'à partir de maintenant, il y aura plus de rap au vu de cette nouvelle organisation. Eh ben, je vais aller demander justement tout ça au fondateur Tony Lerche qui m'attend justement sur le site du Caribana à la plage de Cran et à Samuel Gallet qui est le nouveau co-directeur du festival. Et puis je vais faire un tour par les hivernales. Bah oui, ça ce soir commence aussi. ce soir, donc feu Ouais. départ, on se met dans l'ambiance. Allez, À en tout route à pour l'heure. moi, à toutes. Pour nous, en plateau, ce sera version musique classique avec un chef d'orchestre qui va nous apprendre comment est-ce qu'on dirige un orchestre à la baguette, s'il vous plaît. Et puis, à la musique et au trombone, le Francesco D'Urso. Il va même nous donner un petit cours de trombone. J'espère que vous êtes prêts. C'est jeudi, c'est culture, c'est musique. Vous êtes bien installés. Bienvenue dans Fais voir ta région. Un jeudi musical, il va y avoir pour tous les goûts, de toutes les couleurs, avec plein de musique en plateau, du rock en classique, en passant par le jazz peut-être. Et je suis très bien accompagnée, Francesco D'Urso. Bonjour, vous êtes tromboniste, on est ravis de vous avoir. Ciao, come stai? Bien, Andrea. Bonjour. On est ravis de vous avoir à vos côtés. Le chef d'orchestre de l'orchestre Amabilis, Ferran Gil Minera. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Ouais. La musique, là, je crois qu'on est dans votre domaine, on ne pourrait pas faire mieux. Ouais. Et on a choisi de vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a notamment aussi l'annonce du Caribana. Le programme vient de sortir. Alexandre, tu es justement à Cran et en bonne compagnie aussi. Oui, Andrea, bah oui, sur cette plage de Cran, juste à côté du port, où se tient eh bien, le Caribana chaque année. Et puis cette année, ce sera du 5 au 8 juin. Alors l'affiche a été dévoilée. Justement, tu vois les artistes qui apparaissent ici dans les têtes d'affiche. On peut citer notamment Parkway Drive, Birdie, Tom Odell, le français Raphaël, ou du côté du rap, Dinos, SDM et électro, Martin Solveig ou Offenbach. Tout ce programme, eh bien, on en parlera après avec le directeur artistique Samuel Gallet, eh bien, qui nous attend patiemment justement à la buvette du port. Mais je suis déjà sur le terrain du festival avec son fondateur, Tony Lerche. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur NRTV, Tony Lerche. Alors, autre actualité du Caribana, outre ce programme qu'on détaillera après, bah, c'est surtout ce changement de main, ou en tout cas de gestion opérationnelle de cette association que vous avez créée il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, eh bien, vous remettez la main, en tout cas, des opérations à une nouvelle entreprise, Caribana Production, avec notamment eh bien, Samuel Gallet, co-directeur, avec Julien Rouillet de Sold Out Production à Lausanne. Pourquoi cette révolution? Il faut le dire, c'est une révolution. Pourquoi maintenant, Tony Lerche? Alors, c'est moyennement une révolution. L'année dernière, on a déjà eu un modèle d'affaires avec un coordinateur des opérations qui a démissionné et qui était en charge des mêmes postes, mais effectivement, c'était un poste un peu trop conséquent pour une personne et on a préféré nommer deux directeurs. Ils sont deux d'ailleurs professionnels de l'organisation de concerts et je suis convaincu que cette fois c'est la bonne quoi, au niveau de l'organisation vraiment du festival. Ça veut dire quoi confier la gestion à une entreprise? C'est assez fort, hein. Jusque-là c'était géré par cette association et aujourd'hui ça va se professionnaliser si j'ose dire. Pourquoi? Alors c'est déjà semi-professionnel je dirais jusqu'à maintenant, mais là on va vraiment, on avait une organisation plate l'année passée qu'on a mis en place pendant le Covid. Ça avait bien marché en 2022, on avait fait un résultat équivalent, enfin, de bénéfices ni de pertes. Mais alors, l'année passée, ça s'est très mal passé. Et il y a eu un manque de contrôle financier de la part du CEO et ça a dégagé pas mal de pertes, en fait. Donc, vous confirmez, le Caribana était un petit peu mal en point. Oui, on avait un problème de financement assez clair et on a trouvé une solution pour refinancer et puis pour profiler la gestion et le contrôle financier sous le contrôle budgétaire. Parce que j'avais vraiment laissé ces tâches à d'autres l'année dernière et effectivement, j'aurais peut-être dû m'en charger un peu plus. Alors, ou pas, parce que du coup, Tony Lerche, justement, vous tirez un petit peu des opérations, c'est ça aussi la nouveauté. Qu'est-ce que ça vous fait de vous mettre un petit peu en retrait de ce Caribana que vous avez choyé pendant des années? C'est un secret polichinelle, mais il y a bien 10 ans que j'essaie gentiment de trouver quelqu'un pour prendre ma Ah place. ben vous nous l'aviez déjà dit d'ailleurs. Ouais. Mais cette fois, ça sera la bonne, j'espère, j'en suis sûr. Je suis très confiant dans la nouvelle équipe. Où je suis très aussi confiant, c'est qu'on gagne quand même toute notre compétence interne. Donc, toutes les équipes d'opération, marketing, sponsoring, infra, notamment, tout ce qui est F&B est repris par des gens qui connaissent le domaine. Aussi, pour l'admin, c'est une ancienne qui a fait 20 ans de festival qui reprend les rênes. Donc, et les équipes en dessous, les chefs de secteur, ils restent tous pratiquement là. Donc, c'est un peu d'émotion, j'imagine, pour vous, Tony Lerche, quand même, de remettre un peu le bébé, si j'ose dire. Oui, alors j'avais déjà essayé de le remettre, mais ça m'a je dirais plutôt. Parce que l'année dernière, j'étais vraiment un peu un poste. Mais maintenant que c'est fait, comment vous vous sentez?
J'espère que l'édition sera bonne avec tous les ennuis qu'on a eu depuis le mois d'août, enfin pas août, ouais, octobre l'année dernière. Jusqu'à maintenant, retrouver ce financement, retrouver une équipe de choc, se mettre d'accord quand même sur l'ensemble de la finance. Et je suis très confiant dans les gens que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, et je suis très content et j'espère que l'aspect régional et bénévole va rester historiquement dans les ADN. Justement, c'était ma question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cette gestion par des entreprises et notamment par des agents d'artistes que ça devienne un festival peut-être un peu commercial? On vous avait reproché des fois d'être un festival un peu VIP, vous le savez. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas ce risque aussi que ça devienne un peu une grosse machine commerciale et qu'on perde un peu cet ADN familial de bénévoles de la région? Alors, bon, première chose, l'ADN va rester, puis c'est quand même l'association qui sera responsable des opérations. Donc, on a eu la séance hier soir avec 50 membres, je vous remercie d'être venus. Les anciens étaient très intéressés, les nouveaux se sont mélangés, se sont parlés comme à l'époque. Donc, ça reste quand même un festival organisé par l'association Caribana qui est à Cran. Et puis, deuxième chose, je pense que j'avais trouvé d'autres options pour agrandir le terrain, et les nouveaux investisseurs, et moi dont je fais partie, veulent vraiment rester à Cran. Parce que tout le monde est convaincu, y compris nos partenaires locaux et nos sponsors, que Cran, ce site est mythique. Alors, c'est vrai qu'il est compliqué à exploiter. Il coûte très cher parce qu'il n'y a rien. C'était une belle pelouse que la commune met à disposition. Et qu'on ne peut pas l'agrandir aussi. C'est aussi ça pour accueillir toujours les têtes d'affiche. Il n'est pas tellement extensible. On a fait un peu des zones VIP nouvelles. C'est peut-être là-dessus qu'on a orienté peut-être le futur sur des recettes plutôt du VIP, parce que on sait bien que les prix, on ne pourra jamais les augmenter parce que les gens maintenant, on sait très bien que dans la conjoncture actuelle, tout le monde calcule ses deniers, et j'espère qu'ils en mettront quelques-uns à Caribana parce que les prix vont rester stables. Dernière question, Tony Lerche, même si vous confiez la parole artistique à Samuel Gallet, qu'on aura après au micro, mais quand même, vous avez annoncé ce programme aujourd'hui, vous vous réjouissez de quoi surtout? Alors moi, c'est mes enfants qui m'ont donné... J'ai un enfant qui est fan de métal. Ouais. On est un peu du même avis sur le groupe. Et c'est vrai qu'en regardant les concerts sur Internet de Parkway Drive, je me réjouis absolument de voir ce concert avec un guitariste hors norme et un show qui va être dans l'histoire du festival. Ouais. Et ça sera une grosse découverte pour ceux de la région qui n'ont encore pas vu ce style de metalcore qui est assez incroyable en live. Eh ben, tu vois, Andrea, le Caribana ne change pas. C'est en tout cas ce que nous dit Tony Lerche, malgré ce changement de gestion. Et Tony Lerche ne change pas non plus, parce que ses goûts, on le sait, c'est le rock metal. Et ben voilà, il l'aura prouvé encore aujourd'hui. Tony Lerche, merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt au festival. Et puis Andrea, on va décrypter justement ce programme avec Samuel Gallet juste après. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. On ne change pas une équipe qui gagne, tu le sauras. Quant à nous, toujours en compagnie de Francesco et Ferran, vous allez nous présenter un concert. Vous allez jouer ensemble, notamment le 10 mars et le 23 mars. Le 10 mars, déjà, chez nous, au Temple de Rolles, puis le 23 mars à l'église Saint-Paul, Lausanne, avec une belle affiche qu'on a là, qu'on découvre justement à l'image. L'orchestre Amabilis et Francesco D'Urso, ensemble, pour la première fois, je crois. Oui. Comment ça s'est fait, cette rencontre? Comment vous vous connaissez tous les deux? Alors, ça fait très longtemps qu'on voulait faire une collaboration. On s'est rencontrés dans un autre contexte. J'ai donné un coup de main à Ferran avec une autre orchestre qu'il dirige. Et voilà, depuis, je crois, plus que 10 ans, oui. On a eu beaucoup d'échanges parce que les fils de Ferran, il guide pour les enregistrements télé dans l'orchestre où je joue, l'orchestre de chambre de Genève. Et on est rentré en contact comme ça de nouveau. Oui. Ouais, finalement, deux univers qui se rencontrent parce que Francesco nous parle de cet orchestre de Genève, mais votre orchestre à vous, c'est l'orchestre Amabilis. Est-ce que vous pouvez nous le présenter déjà en quelques mots? Amabilis, c'est un orchestre d'amateurs qui vient de fêter le 60e anniversaire, qui a commencé au début, donc en 62, comme un orchestre paroissial au début, et qui petit à petit a grandi. Donc ça a passé d'être un petit ensemble à être un ensemble symphonique, donc capable déjà de jouer les grandes œuvres du répertoire. Il est formé par des musiciens amateurs, guidés par un premier violon solo professionnel par contre. Qu'est-ce que ça vous apporte justement de faire appel aujourd'hui à des musiciens qui soient, je vais le dire, externes, en l'occurrence Francesco et son trombone? Alors c'est toujours bien d'avoir un soliste dans un programme. On ne le fait pas tout le temps, mais quand même assez souvent inviter quelqu'un en tant que soliste pour l'accompagner, pour pas que l'orchestre joue seul. On a évidemment un répertoire symphonique que l'orchestre peut assumer tout seul, mais le fait d'avoir un soliste apporte toujours quelque chose de différent au programme. Et on n'a jamais eu de trombone, donc voilà, c'était vraiment l'occasion d'inviter Francesco.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez finalement pris de son univers musical? Quelque chose de très coloré aussi, qui fait forcément penser à l'Italie. Mais comment ça a habillé finalement l'orchestre? Oui. Alors ça c'était très intéressant. On fait une création suisse, hein, une création d'une œuvre d'un compositeur italien qui a été jouée dans la version piano et trombone. Là, pour la première fois, on le découvrira avec l'orchestre, avec toutes ces couleurs qui évoquent différents compositeurs, mais dont on sent aussi les origines italiennes du compositeur. Et puis, par un autre côté, on joue une œuvre française qu'on interprète, la version originale est pour violoncelle, et Francesco l'a adapté au trombone. Ça apporte quelque chose aussi de différent. Comment est-ce qu'on conçoit cette œuvre pour violoncelle jouée au trombone? Ça, c'est vraiment très intéressant. On va voyager jusqu'en Italie d'ici quelques instants en votre compagnie, puisque vous allez nous jouer un morceau avec l'instrument qui est juste ici à mon côté. Il a un petit nom d'ailleurs, cet instrument. Trombone à coulisses. Trombone à coulisses, version classique. On reste classique. Très classique. Moi, c'est mon amour. Mais... Ouais, je comprends, un amour, ça ne se partage pas toujours. Mais on va peut-être partager votre passion, Ferran, parce que vous nous avez amené 3 baguettes. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on dirige déjà un orchestre et pourquoi 3 baguettes? Vous choisissez selon les concerts? Oui, on choisit surtout en fonction des ensembles. Il y a des plus courtes, il y a des plus longues. Là, pour Amabilis, maintenant, on joue avec une quarantaine de musiciens. On prend plutôt la plus courte. Quand on a des grands ensembles avec des grands chœurs, c'est toujours plus visible quand la baguette est un petit peu plus longue. Voilà, il y a plusieurs sortes. Il y a des chefs qui donnent beaucoup d'importance. Moi, c'est pas trop le cas, mais c'est vrai que... Si on garde la baguette en main, justement, Ferran, par exemple, si on dirige, je ne sais pas moi, une œuvre de Vivaldi, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui donne le rythme, finalement? Comment on fait? Alors, le rythme vient donné par le poignet. Le poignet, voilà, ça mène jusqu'à la pointe. Et c'est l'impulsion du poignet qui est amplifiée par la longueur de la baguette et qu'on voit au bout. Alors après, souvent on dirige Vivaldi sans baguette aussi. Les petits ensembles, ça se dirige sans baguette. Ça, c'est juste pour mettre les gens ensemble. Quand vous avez 40, 50, plus de musiciens, il faut qu'on respire ensemble. Et tout ça vient donné par le geste du poignet qui est amplifié par la longueur. Bon, on va essayer ensemble si vous le voulez bien. Oui. C'est-à-dire là, si on devait donner des consignes à Francesco, s'il fallait respirer, par exemple, s'il fallait ensuite descendre le rythme, faire quelque chose de plus doux et ensuite accélérer, enfin, comment ça marche? Oui. Alors, bon, Francesco, il jouera tout à l'heure, il va être ensemble avec lui-même, forcément. Hein. Et en plus, on a déjà répété ensemble et il ne fait pas toujours ce que je voudrais. C'est vrai. Mais... Donc, c'est pas sûr que ça marche, mais bien sûr. Donc voilà, là, si je veux faire quelque chose de lent, oui. Je fais comment? Exactement, il faut peut-être un petit peu plus d'impulsion dans le poignet parce que l'important c'est de savoir où sont les tons de la mesure. Et l'autre main, qu'est-ce qu'elle fait? Alors l'autre, elle va dire si c'est plus fort, si c'est moins fort. Ou est-ce là, on a quelque chose de plus fort. Et si je veux aller très très vite parce que... Alors très vite, c'est le geste vite du poignet, juste des gestes petits plutôt. Il y a des gens qui font des gestes très grands pour aller... Là, on s'envole. Non, les gestes tout petits. Ouais. Et ça donne toujours le rythme, ça? Oui. Est-ce que c'est presque une chorégraphie entre finalement le chef d'orchestre et puis notre orchestre? Bien sûr. Et surtout, il n'y a pas que ça. On dirige avec tout le corps, il faut que ce soit organique, il faut que tout le corps soit là jusqu'au pied. C'est toute la personne qui dirige. Comment est-ce qu'on apprend? Comment est-ce qu'on devient chef d'orchestre? Ça passe peut-être par question bien, des cours de danse, des cours de rythme? Alors, des cours de danse, non. Bon, ça aurait été utile, je pense. Mais non, je n'ai pas fait. Non, c'était simplement des cours de direction. Alors, on commence d'abord par les petits ensembles. Souvent, on commence avec la direction chorale qui donne déjà une habitude du geste, même si souvent les chœurs, on les dirige sans baguette, c'est des ensembles plus petits et on peut être plus expressif avec les mains. La baguette a un côté un petit peu précis. Les chœurs, c'est plus le son, la musique, souvent sans baguette. Mais c'est souvent par ça qu'on commence les études. Puis après, on continue petit à petit. On a des petits ensembles de chambre pour prendre déjà l'habitude du geste. Ce qui est le plus important, c'est en effet le geste pour réussir à mettre tout le monde ensemble. Oui, finalement, ces musiciens, Francesco, pourquoi est-ce que Ferran est un bon chef d'orchestre? Même si vous ne le suivez pas, on l'aura compris. Alors, avec Ferran, depuis la première répétition, voilà, c'est après
la chose plus importante, c'est vraiment les feelings. On n'a pas eu besoin de discuter pour s'entendre. Et pour moi, ça fait de lui un grand musicien. Donc, on respirait ensemble, on allait dans le même sens, voilà, avec peu d'échanges avec la parole. Tout dans la musique. Et un grand bravo aussi à l'orchestre Amabilis, parce que la plupart, c'est des musiciens amateurs. Et voilà, c'est pas facile. Une personne arrive et avec voilà. quelle approche de la musique, justement? Parce qu'avec une version très conventionnelle de la musique, où finalement ces œuvres classiques, on ne les touche pas, ou justement l'envie de réadapter et d'apporter peut-être sa touche à soi? Oui, oui. Mais il n'y a que de la réadaptation, disons. Par l'œuvre dont je parlais tout à l'heure, celle qui a été écrite pour violoncelle, que Francesco joue autrement, finalement, c'est s'approprier d'une œuvre qui ne nous était pas destinée au début. Donc c'est aussi très intéressant. Et puis pour l'autre, c'est pas une création, mais presque. En tout cas, dans la version orchestrale, oui. Il a déjà été joué avec orchestre, mais pas en Suisse. En Italie, il a déjà été joué. Donc pour nous ici, c'est une... Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre salon, c'est pas quelque chose qu'on peut écouter, qu'on peut comparer à d'autres choses. C'est presque comme si c'était une partition vierge, et puis c'est là qu'on peut apporter le plus de nous-mêmes. Quand on a les grandes œuvres du répertoire qu'on joue 40 fois par année, c'est difficile d'apporter sa touche personnel, disons, alors que là, on est complètement libre, on a juste la partition, il faut respecter, mais il n'y a pas un point de repère d'autre chose. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, l'Élégie des forêts, la pièce qui est écrite pour violoncelle, la première répétition, les violoncelles la jouent très très lente. Donc, moi, je ne sais pas dire à Ferran que c'était trop lente. C'était la a failli tomber dans les pommes. Donc, on a tout joué jusqu'à la fin. Et après je dégoûte comme ça. On ne peut pas la faire au trombone comme ça parce que c'est vraiment... Du coup, au trombone, ça donne une autre dynamique. Et pour moi, c'était un gros challenge parce que je suis encore en train d'étudier vraiment les phrasés. Et là, au milieu, il y a une cadence où c'est très très virtuose et pas écrite pour le trombone, donc c'était vraiment un bon challenge. Finalement, le texte que vous aviez, on n'a pas pu vous l'écrire, c'est ça? La partition qui existait, elle était là, mais il a fallu la réécrire avec le trombone. La version trombone, j'ai fait une version trombone de l'Élégie des forêts. Ouais. C'est la baguette de Ferran qu'il a fallu accélérer. On va passer à un exemple d'ici quelques instants, si vous le voulez bien. Mais retour à cran, justement, avec la programmation du Caribana. Alexandre, alors du coup, il y a quoi au menu? Oui, il y a quoi au menu? On va poser la question à Samuel Gallet. Bonjour. Bonjour. Alors Samuel, déjà, on va préciser, on vous recevait avant en tant que programmateur, que directeur artistique. Aujourd'hui, on vous reçoit même comme co-directeur, voilà, mais toujours aussi comme responsable de la programmation. Alors regarde derrière nous, Andrea, c'est là où se situe la grande scène d'habitude, mais là, c'est le terrain de beach volley. Alors Samuel, ce programme, on en a donné les grandes lignes, on va le décrypter ensemble, mais déjà, la première chose, c'est que finalement, vous n'aviez pas menti en disant que l'ADN du Caribana serait conservé, en tout cas d'un point de vue artistique. On retrouve toujours du rock metal le mercredi, de la pop chanson le jeudi, du rap le vendredi et de l'électro le samedi. Ça, c'était vraiment un point d'honneur à garder. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important pour le festival. Le public s'identifie à des soirées quand même assez spécifiques au niveau des styles. Et on a gardé cette ligne qui fonctionne quand même depuis un certain nombre d'années. Ouais. Comment ça a fonctionné cette année pour façonner ce programme? On sait les difficultés que vous avez rencontrées, on en a parlé avant avec Tony Lerche. Il y a eu la fondation aussi de cette entreprise avec un nouvel acteur qui est aussi un booker d'artistes, Sold Out Productions. Du coup, comment ça... comment est-ce que ça a fait que votre programmation a été influencée par tous ces éléments? Un des points principaux, on a dû quand même un petit peu faire patienter certaines choses. Et moi, j'ai eu beaucoup de contacts déjà l'automne passé avec des représentants d'artistes pour quand même définir les grandes lignes de la programmation, voir ce qui était possible, disponible à cette période, comme ça met des options. Et puis à un moment donné, on a pu vraiment entrer dans le concret. Toute fin d'année passée, début de cette année. Et donc, il y a eu un peu de retard, c'était un peu la course. Il y a eu un petit peu de retard. On a eu un peu de chance pour que ça se mette en place quand même rapidement parce qu'en gros, tout s'est fait entre début janvier et ces derniers jours. Ouais. C'est quand même plutôt rapide par rapport à une période, on va dire, normale. Je crois que le résultat, enfin, moi, je suis en tout cas très, très content. On a réussi à garder un niveau de proposition d'artistes, des têtes d'affiches connues, des découvertes. Je pense qu'il va y en avoir quand même un petit peu pour tous les goûts. Et on regarde jour après jour, ça vous va? Alors, on commence justement le mercredi, Parkway Drive, rock metal. Écoutez ce que ça donne.
Voilà, Samuel Gallet, on vient d'entendre les Australiens de Parkway Drive. Ça semble un peu pointu comme type de métal. D'habitude, on avait des Sum 41, des Offspring qui sont peut-être un peu plus populaires dans le genre du rock. Là, c'est un pari que vous faites avec ce groupe. Un petit peu, oui. Après, c'est quand même un groupe qui attire beaucoup de monde aussi lors de leurs concerts. Et puis, je pense typiquement sur ces soirées du mercredi, c'est aussi important de s'ouvrir aux différents styles qu'on peut retrouver dans le rock metal. Vous avez mentionné Sum 41 Offspring par le passé. Voilà, il y a quand même des artistes aussi comme Evanescence qui ont joué depuis longtemps. Mais je crois que c'est bien de faire varier, de présenter des choses différentes. Ça va peut-être attirer un petit peu un public différent que l'année dernière, mais on espère qu'il y aura évidemment aussi beaucoup de monde ce jour-là. Vous attendez aussi une autre tête d'affiche pour le mercredi, je crois qu'il n'est pas encore confirmé. Tout à fait. Ouais, qui va pouvoir attirer aussi un autre public. On passe au jeudi, Samuel, je le disais, pop, alors oui, avec Birdie ou bien Tom Odell sur la grande scène, mais chanson aussi avec Raphaël. Raphaël, on se souvient tous ce que c'est, écoutez. Est-ce que rien ne peut arriver puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis né dans cette caravane. Mais nous partons. Allez, viens, allez, allez. Voilà, Caravane, le tube incontournable de Raphaël. Raphaël qui revient justement avec un nouveau disque, c'est ça, c'est son grand retour cette année. Effectivement, grand retour de Raphaël. Il a sorti déjà 2 nouveaux titres qui sont magnifiques, avec des clips incroyables aussi, je trouve. Et là, de mélanger Raphaël qui ouvrira la grande scène cette année avec des artistes comme Birdie et Tom Odell. On est vraiment content de ça. On va accueillir aussi Navy. Et l'artiste suisse qui monte, bien sûr. Navy qui vient de la région. Del Castillo, qui est toute nouvelle artiste française, et Sam Ryder. Donc, là aussi, une programmation un tout petit peu plus française et anglo-saxonne. On varie un tout petit peu les plaisirs. Très bien. Le vendredi, c'est rap. Et avec notamment Dinos, le rappeur français. Et puis SDM, oui, ça c'est le tube que tous les jeunes ont entendu toute l'année. Regardez. La sortie de pro, c'est bon, je suis plus là. À l'affût, 1, 2, j'ai les portes dans le rétro. 3, 4, sortie de pro, je suis dans le bolide allemand. Je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. Non, ça va. Cette touche hip-hop francophone, ce sont justement les co-directeurs du festival Sold Out Production qui vous ont aidé, parce qu'on sait que Sold Out Prod, c'est spécialisé dans le hip-hop. Cette touche-là, on la doit justement à ce nouvel arrivant dans le Caribana ou pas? Oui, Yannick, qui est un des collaborateurs de cette société, a travaillé avec moi sur la programmation de cette journée. Après, c'est quand même des artistes type de musique que le festival présente depuis longtemps. On a collaboré principalement sur cette soirée ensemble, aussi typiquement pour les artistes de la scène du lac. Maïro, qui vient de Genève, Zamdan, Woody, ou encore Sur la Lune. Là, je crois c'est un plateau qui est aussi très très beau, très fort sur la scène du lac, avec un peu les nouveaux artistes de cette génération de hip-hop français. Ouais, l'arrivée de Sold Out Production justement au Caribana, ça posait pas mal de questions. Certains se disaient, est-ce que ça va pas tourner un peu trop hip-hop le Caribana? Vous démentez du coup, j'imagine, vu la programmation que vous présentez. Oui, absolument. Mais je crois que même si eux, ils ont des affinités spécifiques, d'une part, ils font pas que du hip-hop dans leurs activités. Mais c'est vrai que c'était important dans toutes les discussions qu'on a eues de pouvoir vraiment garder l'ADN du festival, des soirées à thème assez spécifiques. Mais ils ont été de besoin d'elles. Alors, dernier soir le samedi, la tête d'affiche, c'est bien entendu le français Martin Solveig. Tout le monde se rappelle de cette hymne, j'en suis sûr. Martin Solveig, les Français d'Offenbach, les Français, l'électro en force sur cette soirée du samedi. Oui, absolument. Aussi avec un show exclusif de Étienne de Crécy, Bombas, de Cassius et DJ Falcon qui ouvriront la grande scène, qui font quelque chose des trois, qui vont mixer les trois en même temps. C'est quelque chose qui est spécial cette année. Et puis là aussi, sur la scène du lac, on commencera par un autre Genevois, Orphia. Ensuite, on a les Lausannois de Claude Bostani, qui est un show qui est toujours aussi assez magnifique. Après, on aura une touche un tout petit peu différente avec Netsky, le Belge, un DJ australien qui s'appelle Lou. On finira la scène du lac sur un thème un peu plus drum and bass.
revenir à quelques souvenirs. Ouais. Et ben voilà, Andrea, tu vois, un programmateur, il a tous les noms en tête, hein, il connaît son programme par cœur. Dernière petite question, Samuel, avec cette annonce un petit peu tardive du programme, vous n'avez pas peur en termes de billetterie? Parce que je sais que d'habitude, les festivals aiment bien annoncer le plus tôt possible pour justement avoir beaucoup de préventes. Là, justement, cette annonce tardive, ça vous fait pas un peu peur? Non, pas plus que ça. Après, ça a ses avantages et ses inconvénients. Là, tout le programme est dehors en une fois. Les gens savent tout de suite à quoi s'attendre. Et puis après aussi, surtout l'aspect communication, marketing, ça évite de devoir trop diluer dans le temps de nos actions et tout ça. Donc, on va voir, c'est effectivement un petit peu différent, mais peut-être que ça apportera quelque chose de nouveau aussi. On va voir, justement, c'est le mot, hein. On verra, on entendra aussi tous ces artistes qu'on vient d'éplucher ensemble, Andrea, donc du 5 au 8 juin, du côté de Caribana. Samuel Gallet, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on donne rendez-vous déjà cet été, j'en suis sûr, Andrea, que tu vas trouver ton compte là-dedans, hein. Oui, on se retrouvera évidemment à Cran pour recouvrir tout ça et puis surtout pour se réjouir de la musique justement en plateau aussi avec Francesco. Alors je crois qu'on est prêt, il va nous jouer un petit morceau. Ferran, qu'est-ce qui va être joué? C'est justement l'introduction, le thème principal du concertino pour trombone, l'œuvre du compositeur italien Davide Sansone dont vous parlez tout à l'heure. Ferran, la baguette est à vous, je vous laisse faire le top. Non, on va le laisser. Pas, non, ça c'est vraiment... Maestro, la scène est à vous. Merci. Francesco, on termine comme ça sur la partition. Vous m'avez dit que vous étiez très stressé avant de jouer ce morceau parce que c'était quelque chose de difficile. Pourquoi? Bon, pas difficile, mais délicat après avoir été assis sur le canapé 20 minutes. C'est vrai, on doit préparer son corps avant de jouer? Bon, les trombones, dans les métiers de tromboniste, à l'orchestre, on est toujours dans l'attente. Des fois, on a une note après 20 minutes, après 30 minutes, des choses assez challenge. Du coup, on a des petites astuces. Déjà, on travaille beaucoup les mentales. Après, on souffle un petit peu dans notre instrument. Mais on est toujours dans le contexte musical où autour de nous, il y a la musique. Donc, on est imprégné de la musique là, de s'élever. Voilà. Donc, on ne peut pas se faire un Caribana avant version rock. Il faut se mettre quand même dans l'ambiance musique classique aussi. On peut... À mon avis, ça marche bien les Caribana version rock parce que ça nous détend. Donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Moi, on y pense, mieux c'est des fois. Ouais. Francesco, est-ce que je peux essayer? Parce que je crois que vous m'avez amené tout ce qu'il faut. Donc, je ne sais pas si nos téléspectateurs vont apprécier en tout cas ce que ça va donner. Ma mère m'a toujours dit, ma fille, si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, c'est bien la voix. Donc, au son, comme sa musique, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire de tout le monde un musicien, Ferran? Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Un embouchure. Ça vaut combien, ça? Alors, celui-là, je ne sais pas exactement, mais à mon avis, c'est 300 €, quelque chose comme ça, 350 €. Donc, je dois faire attention. Ouais, on tient de l'or. Vu que c'est toi, si tu le fais tomber, c'est pas grave. Mais... D'accord, alors, Francesco, je vous laisse faire ça. Andrea, je vais me mettre en place. Hein. Je vais préparer mon corps, comme vous avez dit. Voilà, donc je viens là. Et là, on ouvre quoi? Tout son thorax. Ouais. Alors... Parce que vous enseignez aussi, Francesco, il faut le dire. Donc, comment on le tient déjà? Les pouces derrière là. Alors, le pouce non, ici. Non, comme ça, Andrea. Il faut rentrer là. Il faut rentrer la main. Là, ces doigts-là, là. Ah ouais, il faut des grandes mains. La main là-dedans. Ici. Comme ça. Voilà. La coulisse, comme si on tient une clé, un crayon. La coulisse. La coulisse, c'est cette partie qu'on bouge. Comme ça. Avec tous les doigts. 2 doigts. Deux doigts, pas plus. Voilà. On ne la lâche pas, sinon elle tombe. Non, je lâche rien, là. Et là, c'est plus grave que l'embouchure. Attention. Parce que là, ça coûte combien? C'est très cher, mais surtout, j'ai un gros concert ce soir. Ah oui, j'ai une grosse pression, là. Du coup, s'il n'y a pas de concert, ça sera ma faute. Voilà. Et maintenant? Donc, après, on fait vibrer nos lèvres. Oui. Moi, je peux jouer comme ça. Donc, un petit peu plus serré, essaye. Donc là, je m'approche de l'embouchure. OK. Opposé. Il ne faut pas chanter. Regarde, je te montre. Yep. Et là, je bouge, je coulisse. Et tu coulisses.
Est-ce qu'on entend quelque chose en régie, je me demande? Faites-moi des signes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui connaît très bien la musique, un très bon élève en plateau. Je ne sais pas quelle note il me donnerait, mais je retente un coup. Ah, là, c'est joli. Là, c'est joli, vous dites, Francesco. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans le son? Avant, tu chantais en même temps, donc il y avait 2 notes qui sortaient à la place d'une. Donc il faut que ça vienne quand même de l'estomac. C'est là où on dit que c'est physique. Ouais. Comme les chanteurs d'opéra. Comme les chanteurs d'opéra. Bon, Ferran, j'ai encore quelques petits cours à prendre. Je ne crois pas que vous allez me prendre dans votre orchestre déjà maintenant. Oui, d'un peu de temps. Il faut juste persister, c'est ça. Vous insistez sur... Oui. En régie, on m'a dit 5 pour l'intention, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous connaît très bien, Francesco. Donc 5, c'est une bonne note. C'est une très bonne note. Ouais. Il me faudrait combien de temps justement pour pouvoir en jouer et puis arriver à quelque chose? Enfin voilà, si vraiment quelqu'un veut commencer comme ça, avec déjà la partition, il faut connaître finalement les gammes. Est-ce qu'on peut se lancer à tout âge? À mon avis, oui, à tout âge. Bon, ça dépend du temps auquel on pratique, du temps de pratique, mais ça peut aller assez rapidement si on comprend tout de suite les bons mécanismes et surtout si on part du chant dans la tête, parce que pour rendre l'apprentissage facile, si on se concentre sur la musique et avoir... Il faut l'oreille musicale ou pas? Ça aide. Ça aide. Mais ce n'est pas indispensable. Mais on travaille ça aussi, tout ce travail. Ouais. D'accord, donc on travaille le rythme, le mental, le rythme aussi, l'oreille. Ouais. Tout est possible. Ouais. Bon voilà, peut-être qu'on vous a donné envie de quelques carrières. Francesco, je vous rends ça parce que moi je ne suis pas rassurée hein, si je perds tout ça. Merci à vous. Pour l'heure, on vous parlait du Caribana avant, et bien place aux hivernales puisque le festival démarre d'ici quelques heures. Alexandre était aussi en compagnie d'une programmatrice, mais du côté de l'usine à gaz. Le festival Les Hivernales commence ce jeudi et durera jusqu'à dimanche à Nyon dans une version réduite. Vous le savez, pour raison de budget, il reste certains lieux et excite la salle communale, mais en revanche, la parenthèse, le Backstage Pub à Gland ou bien l'usine à gaz ici à Nyon accueilleront des artistes tout le week-end. On va parler justement un petit peu de ce programme avec vous, Maï Colli. Bonjour Maï. Vous êtes la programmatrice de l'usine à gaz. J'aimerais savoir justement qu'est-ce que ça change du fait que les hivernales aient réduit cette voilure et qu'aujourd'hui il ne reste que certains lieux, dont l'usine à gaz. En termes de programme, ça change quoi? Alors en termes de programmation, ça ne change pas grand-chose dans le sens où on est toujours en esprit festival avec notamment la parenthèse. On a aménagé les horaires pour que tout le monde puisse aller voir tous les concerts. Et puis du coup, ce que ça change pour cette année, c'est que le lieu principal finalement, ce sera l'usine à gaz. Voilà, l'usine à gaz, lieu principal aujourd'hui des hivernales. Quand on fait une programmation, comme vous faites la programmation toute l'année à l'usine à gaz, qu'est-ce que ça change de programmer des artistes dans le cadre des hivernales? Il y a des choix différents qui doivent être faits? Alors, il y a des choix un petit peu différents. On s'adapte aux autres lieux, ce qu'ils programment, pour que ça fasse un peu une cohérence et un esprit festival. Et on essaye d'avoir des artistes de renommée internationale un peu plus qu'au courant de l'année. Ouais. Alors là, justement, qu'est-ce qu'il y aura à l'usine à gaz ce week-end? Il y a vendredi et samedi à l'usine. Il y aura qui alors? Alors, on commence demain, du coup, avec Nathalie Frelich et puis Bilix, qui sera une soirée plutôt art tech, Frenchcore. Et on aura Kaidi, le local de l'étape, qui fera des DJ sets entre les concerts plutôt techno. D'accord, donc on est dans le registre de l'électro. Exactement. Et puis le samedi aussi? Le samedi aussi, donc ce sera un peu moins hard. Ce sera Fluke, Roland Cristal et puis Schnauzi au platine. Et Roland Cristal, par exemple, il fait de l'électro un peu absurde et puis il va sortir son album demain. Donc samedi, ce sera le premier concert avec son nouvel album. D'accord. C'est un choix de faire de l'électro justement pendant les hivernales. Je sais que d'habitude à l'usine à gaz, il y avait un petit peu tout style. On a eu du hip-hop, on a eu du rock. Pourquoi de l'électro spécifiquement cette année? Alors en général, on fait un petit peu de tout, c'est vrai. Et puis l'électro est vraiment en train de ressortir plus du lot. Donc on s'est dit, c'est l'occasion de profiter aussi du Festival des Hivernales pour attirer un autre public. D'accord. Bon, alors on se réjouit effectivement de venir à l'usine à gaz. Un petit mot peut-être parce que vous connaissez forcément la programmation aussi des autres lieux. Vous vous réjouissez aussi d'aller voir un autre concert parce que j'ai compris c'est possible de tout faire. Exactement. Donc vous vous réjouissez d'aller voir un concert ailleurs aussi? Je me réjouis d'aller voir Peter Carnell à la parenthèse. D'accord, c'est quand? C'est demain soir et c'est du rock avec Peter Carnell qui vient du Tessin. D'accord, ça ce sera pour le vendredi. Et vous l'aurez compris, ce jeudi, donc, j'en profite pour le dire, avec My Name is Fuzzy à la parenthèse. Et puis ensuite, vendredi, samedi, ici à l'usine à gaz, mais aussi à Gland et ailleurs à Nyon. Merci Maï Colli et bon festival. Beaucoup. Merci. Place aux recommandations culturelles de nos invités, leur kiff
En image. C'est la sortie du nouvel album du groupe de rock roman Adieu Gary Cooper, qui n'a plus rien sorti depuis un certain nombre d'années. Groupe dont les Français inrecuptibles avaient dit le meilleur groupe de rock français est suisse. Mon kiff, c'est les yeux mobiles. J'ai découvert ça récemment, c'est mon copain qui m'en a offert à Noël. Et je m'amuse à en mettre partout. Mon kiff, c'est les visualisations des films lors de Vision du Réel, le festival du film de Nyon. Je les trouve extrêmement mélodiques et avec une petite touche vintage qui me rappelle un chanteur français qui a disparu des radars et qui s'appelait Jean-Patrick Capdevielle, avec une vraie ambiance, un engagement social qu'on sent dans leurs chansons aussi. Je trouve que c'est très 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 bien fait et que ça mériterait d'avoir beaucoup de succès. Je suis redevenue un enfant grâce à ça. Enfin, pas grâce à ça, je le suis probablement déjà, mais ça rend des choses du quotidien très amusantes. Tous les trucs qu'on voit autour de nous deviennent très hilarants. Ça me plaît parce que, c'est des courts-métrages, bien souvent, et c'est du réel. Donc, je trouve bien plus intéressant, pour ma part, de voir du vécu de gens, de situations qui sont réelles autour de la planète. Et ça, je trouve vraiment très intéressant. Un autre kiff peut-être, c'est le 3e album de Francesco, Sueño el Sur. C'est tout récent. Tout récent, et début novembre 2023, avec Carlotta Bulgarelli, une fantastique harpiste. Et on a beaucoup travaillé pour cet album. Donc, ça vous plaît toujours de travailler à plusieurs finalement? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez chercher toujours chez l'autre en musique? Bon, c'est génial parce que les partages dans la musique, c'est vraiment indispensable pour avancer. Et aussi, je ne m'en pas jouer tout seul dans ma pièce, parler avec moi-même. Du coup, voilà. Et trombone harpe, c'est vraiment un mélange assez incroyable. Parce que l'harpe, à la base, c'est un instrument hyper doux. Le trombone, il peut être doux, mais il est réputé pour être l'instrument le plus puissant. Et donc, on a trouvé un équilibre, un contraste, c'est assez incroyable. Voilà, donc c'est là, ça s'appelle Sueño el Sur, si vous voulez rentrer dans l'univers du trombone. Et ce concert, on l'a dit, avec l'orchestre Amabilis, à voir donc le dimanche 10 mars au Temple de Rolles, mais aussi à l'église de Saint-Paul de Lausanne le 23 mars. Merci, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Longue vie à la musique classique. Merci. Vous restez avec moi parce qu'on passe à l'agenda culturel. C'est l'heure des bons plans. Le Salon du Livre à Genève revient à Palexpo du 6 au 10 mars. Le salon réunira évidemment les lecteurs, les écrivains et les éditeurs pendant 5 jours sur 11 scènes différentes. Les auteurs présenteront notamment leurs livres, mais aussi débattront de plusieurs thématiques. Quelques noms à mettre en avant, notamment Joël Dicker ou encore Elisa Chua du Sapin et l'autrice de BD Léonie Bischoff. Chez nous, des écrivains également participeront au salon, comme notre célèbre François-Xavier Paco. Il défendait notamment le monde de l'auto-édition il y a un an lorsqu'il a lancé Égida, une maison d'édition. Regardez ce qu'il en disait sur notre plateau. Plus je m'y suis intéressé, plus j'ai constaté qu'il y avait d'excellentes choses dans l'auto-édition. On a créé l'association, elle est là, elle existe, et on va la présenter au salon avec 2 objectifs. D'abord faire connaître nos livres, évidemment, et puis alors pour promouvoir l'association dans l'espoir que des écrivaines, des écrivains qui sont dans cette situation-là ou qui n'ont pas trouvé d'éditeur sont intéressés par cette association. On reste dans le monde de la littérature, mais cette fois-ci avec un côté sportif, avec les aventures de la navigatrice Ella Maillard. En 1924, elle participe aux Jeux Olympiques. Elle devient la première femme au monde à tenir une barre, la barre du voilier, en compétition olympique. Aujourd'hui, elle est racontée dans un livre qui est raconté par Karine Berthola, ancienne conservatrice du musée du Léman. Un livre qui a donné d'ailleurs l'idée à une exposition à la maison, le musée Boll. Le vernissage aura lieu ce samedi de Morges au musée. L'occasion donc de plonger dans cet univers avec de magnifiques photographies. Mais retour justement peut-être sur ce qui a passionné Karine Berthola de cette navigatrice. On l'écoute. Moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, d'abord, c'est son indépendance d'esprit, sa liberté, sa modernité aussi. J'ai voulu faire un livre qui contextualise les écrits d'Ella. L'idée, c'est que les gens retournent lire Ella, mais
grâce à mon livre, peuvent imaginer sur quel bateau elle était. Parce qu'il faut quand même imaginer, c'était il y a 100 ans. Elle est née la même année que ma grand-mère. Donc c'est très très difficile de se souvenir, de savoir quels étaient les bateaux. Ensuite, direction Bursin avec des couleurs et plus de 100 tableaux de l'artiste Pierre-Alexandre Junot à découvrir à la galerie Art en Vrac. Un très bon plan puisque vous pouvez acheter les œuvres à tout petit prix. Toujours du côté des expositions, mais cette fois-ci à Rolle, une version collective proposée par Kiwanis Art, le Kiwanis Club, le samedi 2 et le dimanche 3 au château de Rolle. Plusieurs artistes vous proposeront des œuvres qui seront à vendre en faveur des enfants et notamment pour lutter contre les maladies et la pauvreté. Voici l'affiche. En musique, les 35 musiciens de la Lyre de Beugnin vous proposent un safari inoubliable au cœur de l'Afrique et de la nature sauvage. Une expérience immersive et musicale avec 2 concerts les vendredis et samedis 1er et 2 mars du côté de Beugnin. Il est de Beugnin, lui aussi. Nicolas Fossati, le peintre, vous plonge dans un univers coloré avec son exposition et ses tableaux, ses peintures à voir à la galerie Muranda à Nyon dès ce jeudi 29 février. Enfin, la 14e édition des Hivernales, on en parlait tout à l'heure, pour 4 jours qui réchauffent. Rendez-vous les 1er et 2 mars à l'usine à gaz, la parenthèse, le Backstage Club, le décor penché et la plage des 3 Jetées. On s'ambiance, c'est musique aujourd'hui, on vous l'avait dit, c'est tout pour les bons plans. Très bon week-end à tous. Demain, c'est retour de l'émission cinéma avec nos cinéphiles préférés, Patrick et Thibaut. Alors, il y a quoi à l'affiche, Alexandre ? Au programme du cinéma ce vendredi, bien sûr, le blockbuster incontournable de ce mois de février, c'est bien entendu Dune, deuxième partie, très très attendue. Blockbuster de science-fiction, donc adapté du roman culte de Frank Herbert. Le réalisateur Denis Villeneuve revient avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson ou bien Javier Bardem encore. On promet un spectacle épique, gigantesque. Il paraît que ce serait le meilleur film de science-fiction de tous les temps. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le net. Qu'en penseront nos critiques, eux qui avait été un petit peu tiède avec la première partie, et réponse demain. Et puis, on vous parlera d'un thriller assez glaçant, thriller français signé Xavier Legrand, cinéaste qui s'était démarqué avec ce film incroyable qui était Jusqu'à la garde sur les conflits conjugaux. Et ici, on suit, dans le successeur, ce responsable d'une maison de haute couture parisienne qui doit retourner au Québec dans sa famille pour enterrer son paternel. Problème, son paternel lui aurait légué pas mal de secrets auxquels il va devoir faire face. Et puis dernièrement, en troisième partie, on parlera d'une comédie britannique scandaleusement vôtre avec Olivia Colman qui va essayer de déjouer les pièges d'un corbeau qui lui écrit des lettres avec beaucoup d'insultes dedans. Un humour so british pour une comédie. On verra justement ce qu'en penseront nos critiques demain. Et bien sûr, les news, on reviendra sur le gros succès du film Bob Marley, sur les résultats des Césars. Et puis on terminera avec l'agenda de Patrick et les coups de cœur de nos critiques. Voilà, je vous dis à demain dans le cinéma et c'est tout pour Fais voir ta région. Belle soirée à toutes et à tous. Tu vois, Andrea, j'ai réussi à me téléporter de la plage de Cran pour venir te parler de cinéma. C'est pas beau, ça ? Ah, la magie de la télé, c'est trop beau. Moi, j'ai un de mes meilleurs souvenirs, là, pour l'instant, tu verras. J'ai joué du trombone cette semaine. Il paraît que j'ai fait un son incroyable, comme ça, un double son. Ça donne quoi ? Comme ça avec les lèvres. Pas mal. Ouais. D'accord. Francesco D'Urso est venu sur le plateau jeudi. C'était un incroyable moment musical accompagné du chef d'orchestre. Maintenant, vous saurez comment on dirige un orchestre. Ça, c'est pour le jeudi. Ouais. Et puis, vous aurez su tout ce qui compose la programmation du Caribana Festival aussi. On a parlé en sport de roller, notamment, avec Romane Favia qui était là pour nous parler des mérites sportifs régionaux. Bah oui, parce qu'elle avait gagné le prix l'année passée. Qu'est-ce que ça représentait pour elle un an N'oubliez pas après. d'aller voter. D'ailleurs, avant cette grande soirée qui est organisée, notamment chez nous à Gland. On a parlé également du parcours incroyable de la navigatrice Ella Maillard, qui a participé aux Jeux Olympiques en 1926-27, la première femme à avoir tenu une barre. Elle a un parcours incroyable. Je vous conseille d'aller voir justement le livre Ella Maillard navigatrice, d'aller voir l'exposition à Morges. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? La mobilité, Andrea, un débat sur NRTV. Sur FC Politique mardi. Et puis mercredi, on était au Salon de l'Automobile pour demander, la mobilité de demain, qu'est-ce que c'est, notamment pour le secteur de l'automobile. Enfin bref, plein de belles choses. On vous invite à regarder ces émissions. Et puis on vous dit bon week-end. Bon week-end. Ciao. Ciao, ciao.